Bonjour à tous. Merci de votre participation à cette conférence qui va nous être donnée par Maud Thomas. Maud est directrice de l'ISUP, elle est chercheure, enseignant-chercheur, et elle est également en charge du sous-groupe du groupe de travail anticipé en univers incertain, le sous-groupe qui s'occupe des méthodes. Et sa conférence va porter justement sur les contributions qu'elle a apportées à la théorie des valeurs extrêmes et à la gestion du risque. Il y aura dans son exposé un petit peu une synthèse de ses travaux avec des références à d'autres et un zoom sur un travail particulier de recherche. Sans plus attendre, je passe la parole à Maud. Merci Florence. Bonsoir à tous. Merci d'être, j'allais dire d'être là, en tout cas d'être présent en visio. Donc, je vais vous, en effet, en fait, cette présentation, elle est tirée en tout cas de ma soutenance d'habilitation, donc qui rassemble en fait mes différents, en tout cas une sélection des travaux, de mes travaux de recherche. Euh, donc, je clique pour voir. Voilà. Donc, en fait, je vais commencer par une brève introduction à la théorie des valeurs extrêmes. Alors, je pense qu'il y en a certains commencé à m'avoir entendu sur la théorie des valeurs extrêmes. Ici, je serai assez brève. Et ensuite, elle sera donc découpée en trois parties. Donc, la première, elle sera assez théorique, mais je présenterai pourquoi elle est quand même intéressante d'un point de vue pratique sur le développement de bornes non asymptotiques pour l'estimation de l'indice de valeur extrême. Puis la deuxième partie, elle concernera donc le développement de méthodes statistiques et d'apprentissage statistique en gestion du risque. Et enfin, la dernière partie, elle concernera donc le développement de méthodes basées sur les arbres de régression. Et en fait, dans chacune de ces parties, je vais vous présenter très globalement mes différentes contributions et j'en détaillerai une spécifique à chaque fois. Et je terminerai par quelques perspectives de recherche qui sont notamment motivées par des problématiques actuarielles et de la gestion des risques. Donc, il y a un problème. Ah oui, il a sauté. Voilà. Je me disais, je me suis dit, c'est passé un peu vite. Donc, ce qu'il faut. Mais non, mais pardon, ça va. Voilà. Donc, la théorie des valeurs extrêmes, en fait, ça fournit le quart de statistiques pour prédire les événements extrêmes. Et donc, elle permet de faire de l'inférence, en fait, en dehors du support de l'échantillon. Donc, par exemple, les questions, on va dire, de base en théorie des valeurs extrêmes, c'est notamment comment estimer la probabilité d'occurrence d'un événement plus extrême que les événements que j'ai observés dans le passé, ou estimer un quantile dit extrême, c'est-à-dire dont l'ordre tend vers 1. Et donc, si j'essaye de répondre à ces deux questions par une approche classique, c'est-à-dire basée sur la fonction de répartition, en fait, je vais, par exemple, pour la première, répondre enfin, je vais estimer cette probabilité d'occurrence par 0. Et pour le quantile extrême, je vais toujours l'estimer par le maximum de l'échantillon. Donc, alors, du coup, ça veut en gros dire que je vais considérer que le pire s'est déjà produit et que je ne peux pas voir plus extrême que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et alors, enfin, c'est une façon optimiste de voir la vie, mais je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour savoir que c'est un peu faux et que c'est un peu utopique. Donc, pour répondre à ces deux questions, en fait, il y a deux points de vue en théorie des valeurs extrêmes qui sont totalement équivalents d'un point de vue théorique, qui est l'étude des lois limites du maximum d'un échantillon ou l'étude des lois limites des excès au-dessus d'un certain seuil quand celui-ci tend vers l'infini. Donc, euh, le théorème enfin, un des deux théorèmes fondamentaux de la théorie des valeurs extrêmes, il dit que le maximum d'un échantillon IID renormalisé correctement, si celui-ci converge vers une loi non dégénérée, alors cette loi non dégénérée, elle est forcément du type la loi qui est écrite ici, donc la fonction G mu sigma gamma. Euh, et donc, en fait, cette famille, enfin, cette distribution, elle appartient à une famille paramétrique. Et cette famille paramétrique, elle est paramétrée donc par trois paramètres, mu, sigma et gamma.
Et en fait, elle appartient à la famille des lois de valeur extrême généralisée qu'on notera GEV. Et si, si j'ai bien une existence d'une suite AN et BN telle que la loi non dégénérée, enfin, le maximum renormalisé converge vers une loi non dégénérée, on dit que F appartient au domaine d'attraction de cette loi G gamma. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur la discussion sur ces paramètres mu sigma et gamma. L'autre approche, elle considère les excès au-dessus d'un certain seuil. Donc, je vais commencer donc, par définir ce qu'on appelle un excès. Donc, je dois me fixer un seuil U. Alors, c'est pareil, je reparlerai un peu plus tard de ce choix du seuil U. Et pour un seuil U fixé, je vais définir un excès au-dessus de U comme Y moins U à condition que Y ait dépassé U. Donc, il n'y a pas d'excès négatif. Je sais très bien écrire la loi des excès. Et donc, ce que me dit le deuxième théorème fondamental de la théorie des valeurs extrêmes, qui est dû à Balkema, Dehaene et Pickens, c'est que, en fait, si F appartient au domaine d'attraction d'une loi GEV, donc avec le théorème qu'on a vu précédemment, je sais que la loi des excès, elle va tendre, quand U tend vers plus l'infini, vers une famille également paramétrique, qu'on appelle la loi de Pareto, enfin la famille des lois de Pareto généralisées. Et qui, elle, est paramétrée par deux paramètres, sigma tilde et gamma. Et le paramètre gamma est le même que pour la loi GEV. Donc, il y a une méthode dont on va servir par la suite, classique en théorie des valeurs extrêmes, qui est la méthode dite Peaks over Threshold de la méthode POT, et donc qui consiste à fixer ce seuil U et à définir donc, comme un événement extrême toutes les observations qui sont au-dessus de U. Et donc, j'ai mes excès, donc c'est la différence, c'est-à-dire mon point avec la différence avec la ligne rouge. Et en fait, ce que me dit le théorème précédent, c'est que le modèle de Pareto généralisé, c'est un bon modèle, enfin en tout cas, c'est une bonne idée de commencer par chercher ici. Et en fait, on peut ajuster une loi GPD sur mes excès. Donc, le choix du seuil U, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un compromis biais-variance. Si je choisis U trop grand, je vais avoir trop peu d'observations au-dessus de U, et donc je vais faire une estimation de mes paramètres, ou peu importe ce que je suis en train de regarder, avec trop peu d'observations, donc je vais avoir une grande variance. Inversement, si je prends un seuil U trop bas, je vais avoir un problème de biais, parce que du coup, mon modèle, en fait, il va pas être... Enfin, mon modèle, il est asymptotique quand U tend vers l'infini. Donc, du coup, mon modèle ne sera pas valide, donc je vais avoir un biais de modélisation, autrement dit. Donc, en fait, le problème, c'est que... Donc, on sait que ça réalise un compromis biais-variance, mais en fait, en théorie des valeurs extrêmes, souvent, on ne connaît pas très bien le biais, même les biais asymptotiques, à moins d'imposer des conditions supplémentaires sur la loi des observations. Donc, si on impose des lois supplémentaires, enfin des conditions supplémentaires, on peut arriver à trouver un seuil U qui va réaliser ce compromis biais-variance. Ce qui n'est pas toujours facile en pratique. Et donc, alors, il y a des méthodes graphiques qui peuvent permettre de guider ce choix. Ce qui est souvent fait, en pratique, c'est de choisir le seuil U le plus bas possible pour avoir le plus d'observations au-dessus de U sur lequel faire l'inférence, mais tout en essayant de garantir que le modèle asymptotique est valide. Donc, par exemple, avec des outils type quantile-plot, etc. Alors, donc, comme je vous ai dit, le paramètre gamma, que ce soit sur la GEV ou la GPD, c'est le même paramètre, c'est un paramètre qu'on dit de forme, et c'est vraiment notre paramètre d'intérêt. En fait, ce paramètre, il va refléter l'épaisseur de la queue de distribution, donc on l'appelle l'indice de valeur extrême. Et donc, plus gamma est grand, donc c'est ce qu'on voit sur les graphiques qui sont en dessous, qui en fait sont à gauche les fonctions de survie, donc 1 moins la fonction de répartition, donc la probabilité de dépasser une certaine valeur. Donc, ce que je vois, c'est que plus gamma est grand, donc, pardon, j'ai les fonctions de survie de la GEV à gauche, la fonction de survie de la GPD à droite. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plus gamma est grand, plus ma queue de distribution est lourde. Autrement dit, plus la décroissance vers 0 de la queue de distribution, donc de la fonction de survie, est lente. Et donc, en fait, on distingue trois domaines d'attraction. Donc, notamment le domaine de Fréchet, donc qui correspond au cas où gamma est strictement positif. C'est le cas des courbes vertes. Et donc là, la décroissance, donc ça, c'est les lois lourdes. La décroissance est polynomiale, donc c'est à la vitesse d'une fonction de puissance. Donc c'est assez lent, et c'est assez lent au point que tous les moments n'existent pas.
Ensuite, on a le domaine des lois. Donc, quand gamma est égal à 0, c'est le domaine de Gumbel, c'est le cas de la courbe rouge. Donc, ça, c'est les lois à queue fine. Et là, la décroissance, elle est exponentielle. Donc, on tend assez vite vers 0 sans jamais l'atteindre. Et ensuite, on a le domaine de Weibull. Donc, ça, c'est quand gamma est strictement négatif. Dans ces cas-là, c'est des queues qui sont finies à droite. Donc, à un moment donné, on atteint 0 et puis ça vaut toujours 0. Euh, donc, euh, j'en arrive à ma première partie de mes contributions. Donc, ce qu'il faut savoir, du coup, ce qu'on a vu, c'est que la théorie des valeurs extrêmes, elle s'intéresse à la queue de distribution, c'est-à-dire aux plus grandes observations, donc par exemple le maximum, ou aux observations qui ont dépassé un certain seuil. Du coup, ça veut dire que c'est assez naturel de se dire que comment dire? Donc, du coup, l'inférence, elle est réalisée sur une partie des données, puisque, en fait, je vais m'intéresser qu'aux plus grandes observations. Alors que, bah, en fait, avec ce qu'on vient de voir, c'est que la théorie, elle est essentiellement asymptotique. Donc, du coup, le but d'avoir ces bornes de concentration, ou en tout cas ces bornes non asymptotiques, c'est pour pouvoir garantir son usage sur des tailles d'échantillons finis. Et donc, notamment, comme on vient de voir, donc gamma, en fait, il reflète l'épaisseur de la queue de distribution. Donc, ça veut dire que quand je vais chercher à estimer gamma, bah, je vais prendre les plus grandes observations, donc les plus grandes statistiques d'ordre de mon échantillon. Donc, ah oui, alors en fait, pardon, en fait, j'ai mes trucs qui n'ont pas compilé, donc il y a des points d'interrogation sur les citations, mais je vous donnerai en tout cas les bonnes présentations, enfin les bonnes slides. Donc, le premier résultat, en fait, il concerne le développement de bornes non asymptotiques de la variance et de la queue de probabilité des statistiques d'ordre d'un échantillon ID. Et ensuite, en considérant donc l'estimateur de Hill, qui est un estimateur de gamma, euh, en fait, on a proposé des unités de concentration pour cet estimateur de Hill. Et en fait, le problème, c'est que en fait, c'est le même problème du choix du seuil de U, c'est que du coup, je suis obligée de choisir. Là, quand je dis, bah, c'est une fonction des plus grandes observations, enfin des plus grandes statistiques d'ordre, ok, mais j'en prends combien? Donc, en fait, on a proposé, grâce à une méthode qui s'appelle la méthode de Lepsky et des inégalités de concentration pour l'estimateur de Hill, on a pu proposer une procédure adaptative. Ça veut dire qu'on va avoir une procédure qui, en fait, ne dépend pas de paramètres inconnus. C'est-à-dire c'est comme si, c'est-à-dire c'est une procédure automatique qui est faite à partir des données pour le choix du nombre de statistiques d'ordre dans l'utilisation de l'estimateur de Hill. Et ensuite, plus récemment, donc ça c'est en collaboration avec notamment une collègue de Sorbonne Université et un collègue d'un laboratoire de climatologie, mais qui est statisticien, on a proposé une nouvelle classe d'estimateurs des moments pondérés sous gaussien et, robuste. Enfin, donc en fait, il va être sous gaussien. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et il est robuste à la présence de valeurs aberrantes dans un échantillon. Donc, ça veut dire qu'en fait, il ne va pas être trop gêné par, par des valeurs aberrantes dans l'échantillon. Donc là, je vous propose de développer, en tout cas, ce dernier article. Donc, euh, les moments pondérés, qu'on note PWM pour Probability Weighted Moments en anglais, donc d'une variable aléatoire X, alors j'ai besoin que son moment d'ordre 1 soit fini. Et donc, pour tout entier R et S, en fait, c'est défini comme l'espérance de X, f de X, où f, c'est la fonction de répartition puissance R, f bar de X puissance S. Et f bar, c'est la fonction de survie, donc 1 moins F. Donc, en fait, c'est des moments qui sont très utilisés, notamment en hydrologie et par les personnes qui utilisent les statistiques. Et en fait, notamment, pour les paramètres d'une loi GEV et GPD, on peut facilement exprimer ces paramètres à partir des moments pondérés. Donc là, par exemple, c'est un exemple pour la GEV. Et donc, ça permet en fait une estimation rapide et efficace euh, des paramètres des lois de valeur extrême. Donc, en fait, ces estimateurs, donc du coup, en tout cas, il y a deux avantages à ces moments pondérés.
Le premier, c'est qu'ils ont un lien étroit avec les statistiques d'ordre. En fait, ici, donc j'ai noté θ Km, c'est l'espérance de la km plus grande statistique d'ordre dans un échantillon de taille m. Donc, si je prends k égale 1, c'est le maximum. Et donc, en fait, on voit qu'à une pondération près, je peux l'exprimer comme un moment pondéré avec R égale M moins K et S égale K moins 1. Donc, c'est assez naturel de se dire que je vais pouvoir utiliser, enfin, en tout cas, estimer les moments pondérés en fait, en fonction des statistiques d'ordre. Parce qu'ils ont un lien très fort avec les statistiques d'ordre. Et donc, du coup, un estimateur classique des moments pondérés, c'est, enfin, en tout cas de θKM, mais du coup, en fait, les deux sont très proches. En fait, c'est une combinaison linéaire des statistiques d'ordre. Et un autre choix naturel, alors c'est parce que cet estimateur-là, il est biaisé, en fait, on peut aussi utiliser un estimateur sans biais. Donc en fait, ici, il y a une pondération, mais en fait, la fonction psi k de xi1, xim, ça correspond à prendre à chaque fois la km plus grande observation, la km plus grande statistique d'ordre dans un échantillon de taille m. Donc en fait, moi j'ai mon échantillon de taille n au début, et en fait, je vais regarder tous les sous-échantillons de taille m, comme Maud, et je vais prendre à chaque fois la km plus grande valeur. Et je vais faire la moyenne de ça. Donc, euh, Donc, nous, notre but, c'est qu'on voudrait obtenir des bornes non asymptotiques pour ces estimateurs sous des conditions de moment minimales. C'est-à-dire que je ne veux pas faire d'hypothèses trop fortes sur les moments. Alors, un truc assez naturel, c'est que je vous ai dit qu'au tout début, la première contribution de cette partie-là, c'était proposer des inégalités, en tout cas des inégalités, des bornes pour la variance ou la queue de probabilité des statistiques d'ordre d'un échantillon IID. Donc, ce qui est assez naturel de se dire, c'est pourquoi on n'utiliserait pas ces outils qui ont été proposés dans les premiers articles et voire utiliser les bornes qu'on a réussi à démontrer pour les statistiques d'ordre pour obtenir en fait des bornes pour ces estimateurs des moments pondérés. Alors en fait, ça marche, mais à condition d'imposer des conditions très fortes. Parce que, euh, en fait, ce qui est proposé dans les deux premiers articles, au final, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode anthropique de la théorie de la concentration. Et cette méthode, elle repose sur ce qu'on appelle la transformée de Laplace, qui est en fait l'espérance exponentielle de la variable aléatoire. Donc en fait, ça veut dire que je suis en train de regarder l'espérance d'une exponentielle, donc je suis en train de supposer qu'il y a des moments d'ordre exponentiel. Et en fait, supposer qu'on a des moments d'ordre exponentiel, ça suppose c'est une queue de distribution qui converge plus vite vers zéro que la loi exponentielle. Donc ça veut dire que j'écarte toutes les lois que lourdes, donc toutes les lois du domaine de Fréchet, et une partie des lois du domaine de Gumbel. Euh, et, donc, euh, et donc ça, en fait, c'est vraiment pas satisfaisant quand notamment on travaille en théorie des valeurs extrêmes. Donc ça, c'est la première difficulté qu'on veut contourner. La deuxième difficulté, c'est que on connaît beaucoup les problématiques liées à la présence de valeurs aberrantes. Et donc, on essaie souvent de détecter les anomalies, ce qu'on appelle les outliers. Mais quand on travaille en théorie des valeurs extrêmes, en fait, la limite entre ce qui est extrême et ce qui est outliers ou ce qui est une anomalie n'est pas si simple que ça. Et donc, on n'a pas forcément envie d'enlever des données. C'est pas très simple de faire la distinction entre les deux. Donc, ça a été regardé, cette difficulté liée à la présence de valeurs aberrantes dans la théorie des valeurs extrêmes, mais assez peu, et c'est que des résultats essentiellement asymptotiques. Donc, notre but ici, c'est de proposer un estimateur qui va être robuste à la présence de valeurs aberrantes dans l'échantillon et pour lesquels on va pouvoir avoir des inégalités de concentration, autrement dit des bornes non asymptotiques, uniquement sous l'existence d'un moment d'ordre 2. Donc, ce qui est beaucoup plus faible que supposer un moment d'ordre 1, d'ordre exponentiel. Donc, comment ça marche? En fait, notre estimateur, il est inspiré de ce qu'on appelle le cadre medians of means. Alors, le medians of means, donc il a été notamment proposé, ça vient de plusieurs articles, mais là, on s'est vraiment inspiré de l'article de Roy et ses co-auteurs. Donc, je me fixe un niveau de significativité delta, donc en fait, c'est une petite probabilité.
Et je vais avoir mon échantillon X1, Xn que je vais découper en grand K blocs disjoints. Et je vais choisir grand K comme la partie entière supérieure de log de 1 sur delta, de telle sorte que, en fait, chacun de mes blocs vont être au moins de taille M. Donc, on fait ça parce que sur chaque bloc, je vais calculer ce que j'ai appelé. Alors, la U statistique, c'est le deuxième estimateur sans biais dont je vous ai parlé tout à l'heure des moments pondérés. Donc, ce n'est pas celui qui est par combinaison linéaire de statistiques d'ordre, c'est le deuxième. Avec, je vais prendre tous les sous-échantillons de taille M et prendre la km plus grande valeur, puis j'en fais la moyenne. Mais donc, il faut bien que dans chacun de mes blocs, il y ait au moins M observations, sinon je ne peux pas faire ce calcul. Donc, j'ai mes blocs. Sur chaque bloc, je vais calculer mon estimateur. Et ensuite, je vais prendre la médiane de ces estimateurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que mon estimateur, il va hériter des propriétés à la fois de concentration et à la fois de robustesse de la médiane. Donc, mon estimateur medians of means, c'est cette médiane, en fait, des estimateurs basés sur la U statistique. Bon, U statistique, c'est pour unbiased. Donc, c'est les estimateurs sans biais. Donc, c'est la médiane de mes estimateurs sans biais que j'ai calculé sur chaque bloc. Donc, on a obtenu des inégalités dont on dit sous-gaussiennes. Ça veut dire qu'en fait, la queue de distribution converge plus vite vers zéro que la gaussienne. Donc, ils ont une queue de distribution sous la gaussienne. Donc, on a le premier résultat qui est donc dans le cas où j'ai un échantillon IID sans problème, avec donc mon facteur de variance qui est VM, qui est la variance de la km plus grande statistique d'ordre. Et ensuite, j'ai le même résultat, j'ai simplement la constante qui change si mon échantillon y contient des valeurs aberrantes. Alors, donc là, on a démontré qu'ils étaient sous-gaussiens. On a en fait démontré, quand on démontre quelque chose qui est sous-gaussien, le but est d'avoir un facteur de variance, donc là qui est, qui est MVM, qui est en fait le plus proche possible de la vraie variance ou au moins de la variance asymptotique. Alors ici, ce n'est pas le bon facteur de variance du coup. Et donc dans ces cas-là, on a démontré qu'ils étaient sous gamma. Donc ça veut dire que là, ils sont un peu moins concentrés. Ils décroît, enfin, la loi gamma, elle décroît moins vite vers zéro que la loi gaussienne. Donc on a démontré qu'elles étaient sous gamma, mais avec le bon facteur de variance. Et ensuite, on en a déduit des résultats analogues pour les estimateurs des moments pondérés des paramètres de la loi GEV. Et on pourrait faire pareil pour la loi GPD. Et donc, on a voulu illustrer la robustesse de ces estimateurs sur une illustration numérique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé 1000 échantillons de taille 200 d'une loi GEV avec un paramètre gamma qui vaut donc la première colonne, c'est moins 0,4, 0 pour la deuxième colonne et 0,4 pour la troisième colonne. Et donc ici, je montre simplement les estimateurs de gamma et du quantile d'ordre 0,95 de la loi GEV. Et dans ces échantillons de taille 200, il y a des valeurs aberrantes. Il y en a NO. Et le nombre, il va varier de 0 à 20. Donc j'ai pris 0, 5, 15, 20. Et donc, les boxplots en rouge, ça correspond à l'estimateur classique qui est obtenu comme combinaison linéaire des statistiques d'ordre, qui, lui, en fait, n'est pas robuste à la présence de valeurs aberrantes dans l'échantillon. Et en bleu, c'est notre estimateur medians of means. Et on voit qu'effectivement, que ce soit l'estimateur du paramètre gamma ou l'estimateur du quantile d'ordre 0,95, en fait, les boxplots rouges, ils sont sensibles à la présence de valeurs aberrantes dans l'échantillon, contrairement à notre estimateur qui, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il a hérité des propriétés de robustesse de la médiane. Donc ça conclut cette première partie. Donc, ce qu'il faut garder en tête d'un point de vue, parce que je vous ai dit que cette partie-là était très théorique, ce qu'il faut garder en tête sur cette partie-là, c'est que, donc comme je vous ai dit au tout début, le fait de pouvoir proposer des bornes non asymptotiques, en fait, ça garantit l'usage et l'utilisation de la théorie des valeurs extrêmes sur des tailles d'échantillons finies, d'autant plus quand on sait que, en fait, on fait l'inférence que sur une partie des données. Ensuite, ce qu'on a pu faire, c'est que, donc par exemple, dans le deuxième article dont je vous présentais, c'est qu'on a proposé une procédure adaptative, c'est-à-dire qui ne dépend que des données pour pouvoir choisir ce nombre de statistiques d'ordre que je vais prendre en compte dans l'estimation de gamma. Et ici, on a pu, donc dans le travail que je viens de vous présenter, on a pu démontrer
en tout cas, on a pu proposer pardon, une nouvelle classe d'estimateurs qui va être robuste à la présence de valeurs aberrantes. Donc, ces bornes non asymptotiques, elles ont une utilité d'un point de vue pratique, et notamment quand on arrive sur la gestion des risques. Et donc, ce qui m'amène à ma deuxième partie, qui concerne donc le développement de méthodes statistiques et d'apprentissage statistique en gestion du risque. Donc, euh, évidemment, la théorie des valeurs extrêmes, elle joue un rôle essentiel en gestion du risque. Et donc, ici, cette partie, en fait, donc, comme je viens de dire, hein, je me suis intéressée au développement de méthodes d'apprentissage statistique dans différents domaines de l'actuariat et de la finance. Euh, et donc, par exemple, dans le premier article, qui est en fait un article écrit dans le cadre de la thèse CIF d'Antoine Ehrenval, euh, avec la mission risque naturel pour pouvoir prédire le coût d'événements sécheresse. Ensuite, par exemple, dans le deuxième article, donc ça c'était dans le cadre de la thèse CIF de Nisrine Madar, on a proposé une méthode, enfin, en tout cas une approche de détection d'anomalies dans les séries financières, en fait, qui combine une ACP, donc une approche, enfin une analyse en composantes principales combinée à un réseau de neurones. Et ensuite, je me suis aussi intéressée au domaine de la santé publique. Donc, il y a un premier article qui s'intéresse à s'intéresse à la prédiction de la survenue d'événements extrêmes en santé publique, comme par exemple euh, euh, une, une épidémie de grippe extrême ou un engorgement du système, pardon, du service des urgences. Et ensuite, dans le quatrième article, en fait, là, c'est en collaboration avec Holger Hudson, on s'est appuyé sur des résultats récents en théorie des valeurs extrêmes, multivariées, pour pouvoir proposer une méthodologie pour prédire en temps réel la survenue d'une épidémie de grippe extrême. Et en fait, on a aussi utilisé en fait, le modèle qu'on a obtenu pour pouvoir proposer une méthode de détection d'épidémies anormales qui pourraient potentiellement être dangereuses. Et donc, en fait, ces quatre sujets, bien qu'ils viennent de domaines très différents, en fait, ils font tous face à une problématique commune qui est la prédiction d'événements rares, donc soit la prédiction d'événements extrêmes, soit la détection d'anomalies. Et en fait, dans ces cas-là, on est dans ce qu'on appelle un cas de classification binaire en présence de données déséquilibrées, où en fait, une des classes va être très minoritaire et l'autre très majoritaire. Et enfin, le dernier article, il est toujours en fait dans cet esprit de traiter des questions euh, pratiques. C'est qu'on a étudié d'un point de vue asymptotique le comportement de produits d'assurance paramétrique quand ils sont confrontés à des sinistres extrêmes. Donc ici, je vais développer en fait le quatrième article sur la survenue d'une épidémie de grippe en temps réel. Donc en France, alors ça a un petit peu changé depuis le Covid. Mais en tout cas, on peut. Alors maintenant, c'est plus exactement les syndromes RIPO, mais les données existent toujours. Euh, En fait, les données nationales de la morbidité liée à la grippe, alors ça va beaucoup s'appeler ici ALIL pour Influenza-like Illness. Donc en fait, c'est pas la grippe, c'est des syndromes grippaux qui sont. Donc en fait, les symptômes, c'est une fièvre supérieure à 39 degrés, des douleurs musculaires et des problèmes respiratoires. Donc, en fait, ces données-là, elles sont disponibles de 1985 à en fait, aujourd'hui. Donc, moi, j'ai récupéré ces données entre janvier 85 et février 2019. Donc, j'ai récupéré le taux d'incidence hebdomadaire des syndromes grippaux. Donc, même si ce n'est pas exactement la grippe, en fait, ça donne une bonne approximation de l'incidence de la grippe. Et donc, ça, c'est obtenu par le réseau Sentinelle. Donc, c'est obtenu par l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique en fait, de Sorbonne Université. Et donc, en fait, c'est un réseau de médecins sur l'échelle de la France. Et donc ici, vous avez la série temporelle de 1985 à 2019 de la série temporelle donc, des syndromes grippaux. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, non, en fait, il y a un pic par an, il y en a 35. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, il semblerait que les épidémies de grippe peuvent être vues comme des épisodes extrêmes dans la série temporelle des syndromes grippaux. Alors, peut-être pas toutes, et donc, en fait, je passe un petit peu les détails, mais on a identifié 33 épidémies de grippe extrêmes parmi ces 35. Donc, notre objectif ici,
c'est... Donc, du coup, comme on s'est dit que en fait, c'était probablement des événements extrêmes, ça, on se dit que la théorie des valeurs extrêmes devrait pouvoir nous aider à justement pouvoir répondre à trois questions. Alors, il y a d'une part, je regarde juste, non, voilà. Donc, d'une part, on voudrait prédire donc la survenue dans les prochaines années d'une épidémie extrême. Ensuite, sachant que j'ai observé les premières semaines de l'épidémie, est-ce que je suis capable de prédire ce qui va se passer les semaines d'après? Et la troisième question, la détection d'anomalies, donc d'épidémies anormales. Je vais ici traiter que la deuxième question. La première question, en fait, elle est traitée par la théorie des valeurs extrêmes univariées de base avec la méthode POT classique. Et la troisième, donc sur la détection d'anomalies, en fait, on utilise en gros la vraisemblance qu'on a obtenue avec le modèle qu'on va utiliser nous là maintenant pour pouvoir dire ce qui va être anormal ou pas. Donc, je vais m'intéresser surtout à la deuxième question. Et donc, la deuxième question, ça va être prédire en temps réel des taux d'incidence élevés pour les syndromes grippaux pour une épidémie en cours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prédire 2019 à partir des années 1985 jusqu'à 2018. Donc, je vais noter Y1, le taux d'incidence de la première semaine de l'épidémie, Y2 de la deuxième, Y3 de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'épidémie. Et donc, en fait, je traduis la question que je vous ai donnée juste précédemment d'un point de vue mathématique, c'est que je vais supposer que j'ai observé Y1 et Y2, et je vais vouloir prédire la probabilité que Y3, donc la troisième semaine, dépasse un niveau potentiellement très élevé, V3. Donc, ça veut dire que je suis en train de regarder la probabilité, enfin, en tout cas, je cherche à estimer la probabilité conditionnelle que Y3 soit plus grand que V3, sachant que bah, j'ai observé Y1 égale petit Y1 et Y2 égale petit Y2. Alors, dans l'article, on s'intéresse aussi à la taille de l'épidémie, c'est-à-dire la somme de tous les taux d'incidence hebdomadaires. Donc, l'incidence, j'ai oublié de préciser s'il y a des personnes qui ne connaissent pas très bien, mais je pense que quand même beaucoup, c'est le nombre de nouveaux cas en une période donnée dans une zone donnée. Donc, si je fais la somme de tous les taux d'incidence, bah, j'ai le nombre de personnes qui, euh, qui est touché. Et donc, du coup, on a aussi cherché à prédire la probabilité que la taille de l'épidémie dépasse une certaine valeur. Bon, là, je vais m'intéresser uniquement à la troisième épidémie. Alors, Florence me demande si je fais une hypothèse sur la durée. Sur la durée de l'épidémie, alors, je ne fais pas d'hypothèse sur la durée de l'épidémie. Donc, il y a une méthode de détection d'épidémie qui est propre au réseau Sentinelle. Je l'ai un tout petit peu adaptée dans cet article pour que ça, en fait, pour bien capturer la partie extrême de l'épidémie. Mais sinon, en tout cas, dans cet article, j'ai pas besoin de prédire de savoir quand est-ce qu'elle va se terminer. Parce que, donc, soit là, je m'intéresse à la troisième semaine, donc je suis au début. Et ensuite, sur la taille, j'ai pas besoin parce que, en fait, du coup, je vais considérer le couple, le triplet Y1, Y2, S, où S, c'est la taille. Et en fait, j'ai pas besoin de savoir combien de temps dure l'épidémie. Donc, j'ai pas besoin de faire d'hypothèse de la durée. Bon, en D'accord. général, Donc voilà. ça permet par exemple de prévoir l'occupation des hôpitaux, des trucs comme ça. Oui, exactement. Ok, C'est-à-dire que là, avec la troisième semaine, je peux prédire que la semaine d'après, il y ait d'un coup un grand pic et donc une grande venue dans les lits, sur les lits d'hôpitaux. Et quand je vais quand je vais prédire la taille, là, c'est vraiment une question d'accumulation. Donc les deux ont un sens, mais c'est ça qui est, voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas besoin de m'intéresser sur la durée. Alors, enfin non, moi là je m'en occupe pas. Ce qui pourrait aussi ça pourrait avoir un intérêt aussi, mais là en tout cas c'est pas pris en compte. C'est que c'est pour les hôpitaux, c'est en effet pas la même chose de gérer un flux entrant d'un coup là comme avec Y3, ou si la taille elle est importante, mais ça dure sur plusieurs semaines. Ceci dit, quand on est hospitalisé pour une grippe, on sort pas le lendemain, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Mais voilà, en tout cas, la durée n'est pas prise en compte dans ce travail. Donc, le truc, c'est que là, du coup, je vais avoir Y1, Y2, Y3. Mais donc, je vais vouloir faire de la théorie des valeurs extrêmes, mais en regardant Y. Enfin, j'ai besoin de comprendre la structure de dépendance entre Y1, Y2 et Y3. Parce que si je veux prédire ce qui va se passer en troisième semaine de l'épidémie
à partir de Y1 et Y2, il faut bien que je comprenne comment Y3 dépend de Y1 et Y2. Donc là, en fait, je vais avoir besoin de la théorie des valeurs extrêmes multivariées. Et donc, je vais avoir besoin de la méthode POT, mais multivariée. Donc là, je vais avoir Y1, Y2, Y3. Donc ça, c'est mes observations. Donc ça veut dire que en fait, j'ai plusieurs vecteurs gras YI. Et il va falloir que je définisse ce que j'appelle un événement extrême en dimension 3. Bon, alors, en l'occurrence, sur mon graphique, c'est en dimension 2 parce que je ne peux pas faire des graphiques en dimension 3. Alors, pour ça, on choisit, alors c'est le même problème qu'en dimension 1, hein. Je vais choisir un seuil pour chacune de mes composantes qui n'est pas forcément le même. Donc, j'ai un vecteur de dimension 3, U1, U2, U3. Et je vais dire qu'un événement est extrême si au moins une des composantes a dépassé son propre seuil. Ce que je vais noter Y gras barré, enfin plus petit, enfin pas plus petit ou égal que U. Ça veut dire qu'il y en a au moins un qui est plus grand que l'autre. Donc, en fait, c'est cette zone, alors qu'en théorie de vecteurs, on appelle ça le L-shape, parce qu'en fait, c'est un L qui a fait une rotation. Mais donc, par exemple, ici, c'est Y2 a dépassé son seuil, mais pas Y1. D'accord? Donc, il y a la zone où tout le monde a dépassé son seuil et les zones où chacun des graphiques, chacune des composantes a dépassé son seuil, mais pas l'autre. Alors, contrairement à la théorie, alors la théorie, elle dit à peu près la même chose. Elle me dit, quand U tend vers l'infini, les excès, donc c'est exactement la même chose, hein, mais sauf que là, je peux avoir des excès négatifs, enfin, des composantes négatives dans le vecteur des excès. Ça va converger vers une loi de Pareto généralisée, avec des paramètres d'échelle, sigma, sigma 1, sigma 2, gamma, donc du coup j'ai des vecteurs à chaque fois. Mais par contre, ce qui change beaucoup, c'est que tout à l'heure, on avait une famille paramétrique qui me permettait de décrire la famille des lois de Pareto généralisées, et ça, c'est plus le cas. Donc moi, en fait, j'ai plus d'écriture simple de ma famille, enfin, j'ai pas une famille paramétrique. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut imposer, enfin, en gros, alors il y a deux solutions. Soit je fais de l'estimation non paramétrique, mais comme on vient de voir depuis le début, j'ai pas beaucoup de données. Donc du coup, c'est quand même un petit peu présomptueux de supposer que je peux pouvoir faire de l'estimation non paramétrique. L'autre solution, c'est de faire de la sélection de modèles. Donc, je vais regarder plusieurs modèles et je vais regarder celui qui me semble le mieux. Alors, selon différents critères, l'AIC, le BIC, la prédiction, enfin, des erreurs de prédiction en fonction du critère qui m'intéresse. Donc ici, on va faire de la sélection de modèles parce qu'en fait, Holger Housson et ses co-auteurs, ils avaient, donc c'est ça des articles qui datent de 2019 à peu près, ils avaient proposé des... En fait, ils ont réussi à développer des représentations pour lesquelles on arrive à écrire des densités explicites de différents modèles. Parce que pour pouvoir tester les modèles, il faut avoir en gros des vraisemblances pour pouvoir ajuster les modèles. Et en fait, grâce à leurs travaux, on avait ça. Donc nous, on a utilisé une des représentations. Et grâce à ça, on a pu avoir la structure de dépendance, la loi de Y1, Y2, Y3, enfin des vecteurs en fait plutôt de Z1, Z2, Z3. Et du coup, on a pu calculer les probabilités conditionnelles que je vous ai montrées tout à l'heure. Ok, donc ça, en fait, avec ça, je suis capable de prédire 2019 à partir de 85 à 2018. Maintenant se pose une question, parce que par exemple, si je vous dis, j'avais observé Y1, c'était, j'ai vraiment de mémoire, hein, c'était 339, Y2, c'était 400 et quelques, et j'ai regardé la probabilité de dépasser certains seuils, et ça m'a donné des probabilités toutes petites. Alors, il se trouve qu'effectivement, en 2019, l'épidémie n'était pas très importante. Ok, mais en fait, si jamais ma probabilité de là était vraiment petite, mais si par exemple c'était 20%, bah ok, mais si ça n'a pas dépassé à 20%, c'est ok, mais comment je sais que ma prédiction, là, le 20%, c'est bien estimé et qu'en fait, c'était pas 30, 35 ou 15? Et en fait, là, on est vraiment dans la problématique, notamment de classification binaire en classes déséquilibrées. Et alors, en fait, c'est pas si simple d'évaluer la performance d'une méthode de prédiction dans ce cas-là. Alors, nous, on a proposé la stratégie suivante. Donc là, en fait, on est en train de faire de l'évaluation de la prédiction en dehors du support de l'échantillon, ou à peu près. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de mimer ce qu'on a fait sur les données réelles. Donc, on a simulé 1500 jeux de données qui vont contenir 33 épidémies extrêmes. Parce que je vous rappelle que, en fait, entre 2018 et... Enfin, non, pardon, entre 1985 et 2018, j'avais 33 épidémies extrêmes. Non, pardon, entre 2000, je vais y arriver. Entre 1985 et 2019, j'ai 33 épidémies extrêmes.
Donc, en fait, mon modèle précédent là, de Pareto multivarié, je l'ai ajusté sur 33 épidémies extrêmes. Donc, je vais faire exactement la même chose, mais je vais le faire 1500 fois. Donc, j'ai simulé 1500 jeux de données selon mon modèle que j'ai obtenu précédemment, sur mes données réelles. Je vais en simuler 1500 de taille 33. Euh, et pour chaque jeu de données, je vais ajuster mon modèle sur les 32 premières épidémies, comme si c'était de 1985 à 2018, et je vais m'en servir pour dire la 33e comme si c'était 2019. Donc en fait, je refais ce que j'ai fait sur les données réelles, mais 1500 fois. Maintenant, c'est poser la question de qu'est-ce que je prends comme valeur pour V3. Donc V3, je vous rappelle, c'est le seuil très élevé au-dessus duquel peut être mon Y3. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé en fait sur le maximum observé à la 3e semaine d'une épidémie. Donc, le taux d'incidence maximal observé à la 3e semaine d'une épidémie entre 2018 et 85 et 2018, pardon, c'était 1729. Et on a pris des multiples de cette valeur. Donc, la moitié, donc c'est 864, 0,75, 0,95 et 1. Donc, par exemple, je vais vraiment regarder la probabilité de dépasser le maximum observé. Si je n'utilisais pas la théorie des valeurs extrêmes, la réponse est 0. D'accord? Je ne verrai plus jamais une 3e semaine d'épidémie qui dépasse 1729. Alors, du coup, parce que d'habitude, quand on regarde de la classification binaire, on s'intéresse à ce qu'on appelle les courbes ROC, et donc notamment à aussi les faux positifs, les faux négatifs. Ces quantités-là, elles sont peu informatives parce que, en fait, elles donnent autant d'importance à la classe dans ce qu'on appelle les positifs, donc quand il y a effectivement eu dépassement de seuil, et quand il n'y a pas eu de dépassement de seuil, donc ça, c'est les vrais négatifs. Donc, en fait, ça donne autant d'importance à ces deux classes-là. Sauf que, par exemple, ici, s'il y a eu très peu de dépassement de seuil, parce qu'on regarde un seuil très élevé. Donc, du coup, il y a très peu de dépassement de seuil. Donc, imaginez, il y en a 2 parmi les 33, enfin les 32. Ça veut dire que si vous prenez un prédicteur qui vous donne toujours 0, bah, en fait, il va avoir toujours raison sur 2. Donc, si vous prenez en fait enfin, en tout cas un critère d'évaluation qui donne autant d'importance à, qui donne autant d'importance aux deux classes, bah, en fait, vous allez tout le temps, enfin, vous allez, même celui qui prédit tout le temps 0, il va être bon comparé à quelqu'un qui arrive, un prédicteur qui arrive à prédire des dépassements de seuil. Donc, en fait, on utilise ici, souvent, ce qui est préconisé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la précision et le rappel, donc, qui vont en fait donner, en gros, de l'importance uniquement à la classe, enfin, qui met vraiment le focus sur la classe des positifs. Et on trace donc, plutôt que des courbes ROC, on trace des courbes, donc on appelle PRC pour précision and rappel. Pardon. Et donc, du coup, ça donne ce genre de graphique. Alors, ce qui est en bleu, c'est notre modèle à nous. Ce qui est en rouge, c'est une régression logistique toute bête pour pouvoir simplement se comparer. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est maximiser l'air sous la courbe. Donc, ça veut dire que le modèle idéal, il va chercher le point supérieur à droite. Et donc, on voit que le modèle bleu, c'est-à-dire le modèle extrême, a une meilleure herbe sous la courbe que la régression logistique. Et ensuite, on a continué, où en effet, donc là, c'était 0,95 fois le maximum et une fois le maximum. Et là, je ne peux même pas donner la régression logistique parce qu'elle est incapable de prédire faute d'occurrence dans le modèle. Alors, avant de juste conclure cette partie, je vais prendre des questions. Alors, il y avait une première question sur comment le modèle prend en compte le nombre, alors, comment le modèle prend en compte le taux de rémission ou de décès après X semaines. Alors, en fait, ça, on ne prend pas en compte parce qu'on ne s'intéresse pas, enfin, on ne s'intéresse pas. Le but du modèle n'est pas de voir l'évolution de l'épidémie ou de la maladie. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est on est simplement en train de regarder le nombre de nouveaux cas. Donc, en fait, je ne m'intéresse pas, par exemple, comme à un modèle SIR en me disant si j'ai tant de personnes infectées telle semaine, il va contaminer telle personne. Ça, c'est vraiment les modèles compartimentaux ou même déterministes ou avec une part d'aléatoire. Là, en fait, on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse vraiment d'un point de vue statistique à comprendre comment, à partir du début de l'épidémie, est-ce que j'arrive simplement avec un modèle extrême à aller prédire ce qui va se passer la semaine d'après. Mais en fait, j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas besoin. En tout cas, c'est pas ce sur quoi on s'est intéressé dans l'article. En fait, par exemple, de savoir le nombre de personnes décédées, ça va pas me, enfin, c'est un lien parce que c'est pas les personnes qui vont contaminer, mais
En général, les personnes, quand elles décèdent de la grippe, c'est des conséquences d'une autre maladie qui est venue à cause de la grippe. Donc, ça va arriver plusieurs semaines après. Donc là, en fait, mon épidémie, en général, elle est déjà finie. Alors ensuite, il y avait une autre question. Alors oui, donc il y a 33 cas extrêmes sur 35 années. Est-ce qu'on est vraiment dans l'extrême ou dans la normalité? C'est une très bonne question. Alors, en fait, on est dans... C'est-à-dire, en fait, si je prends les syndromes grippaux, c'est-à-dire toute la série temporelle des syndromes grippaux, en fait, il y a ce qui se passe. En fait, une épidémie, ça dure entre 4 et grand maximum 16 semaines, mais en général, c'est plutôt entre 4 et 8. Donc, sur les 12 mois de l'année, en fait, l'épidémie, elle dure voilà, entre un mois ou 2 mois. Et donc, en fait, c'est pour ça que ce que je disais au début, c'est que en fait, les épidémies de grippe, c'est-à-dire, si j'avais pas d'épidémie de grippe, il y aurait des syndromes grippaux, qui auraient une évolution cyclique, c'est-à-dire on est plus malade en hiver qu'en été parce que les virus sont confortables dans le froid. Euh, mais voilà, on aurait un comportement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, le virus lui-même de la grippe arrive et on sort de cette espèce d'état stationnaire où d'un coup, il y a beaucoup de cas. Et donc, en fait, cette déviation de cette espèce, là, par contre, c'est un cas extrême. Et en fait, donc, pour détecter ce qui était extrême ou pas, le seuil U, je l'ai fixé au quantile 0,88 de ma série temporelle des taux d'incidence. Donc, en fait, c'est juste qu'il y en a un chaque année. Mais en fait, c'est bien dans la... Alors, c'est pour ça que je précise, hein, c'est dans la série des taux d'incidence, la série temporelle des taux d'incidence, ce sont des événements extrêmes. Alors, et ensuite, j'avais une autre question de Florence. Est-ce que pour les grippes, le seuil qui sert à définir ce qui est extrême a été modifié après l'événement Covid? Alors, le problème, c'est que, comme je disais au début, c'est que les données ont changé. Parce que, encore une fois, c'est les données que j'ai, c'est les taux d'incidence. Enfin, non, oui, c'est les taux d'incidence, mais c'est les syndromes grippaux. Et en fait, le Covid, en quelque sorte, c'est un syndrome grippal, c'est à peu près les mêmes symptômes. Et donc, du coup, les médecins qui identifient les cas de syndrome grippaux peuvent pas vraiment, à moins de faire un test, de faire la différence entre le Covid et la grippe. Et en fait, bon, maintenant, on fait plus facilement des tests, mais du coup, dans les données, c'est les infections respiratoires aiguës, je crois. Et en fait, ils ont tout confondu. Et donc, je peux pas comparer. Enfin, c'est pas si. Enfin, je pourrais un peu comparer avant, après, mais le problème, c'est que le Covid a fait vraiment Enfin, il a fait baisser la grippe, c'est-à-dire un travail qui arrive après, d'un coup. Donc, il faudrait prendre en compte. Mais c'est vrai que je pourrais. Mais je pense pas, en fait. Je suis pas très sûre. Mais je pourrais regarder parce que sans avoir regardé, je ne sais pas. Et alors ensuite, donc, dans les observations, sans la prise en compte des évolutions des épidémies en fonction des traitements, réchauffement climatique, etc. Alors, est-ce que ça... Bah, si bien. Alors, oui, la question, c'est est-ce que, par exemple, si je ne prends pas en compte l'évolution de l'épidémie en elle-même avec le fait qu'il y ait des vaccins. Alors, le vaccin, alors, oui, alors, il y a le vaccin, le réchauffement climatique, parce qu'évidemment, ça a un effet. Le fait que éventuellement, bah, par exemple, il y a des nouveaux risques pandémiques comme avec le Covid, est-ce que ça apporte pas un biais dans la prédiction? Alors, normalement, l'idée, c'est de remettre à jour le modèle chaque année en utilisant toutes les données. Donc ça, évidemment, nous, on suppose que les années, elles sont IID. Alors, oui, on peut discuter, évidemment, que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, sur le vaccin, bon, le vaccin, la grosse campagne de vaccination, elle a été faite dans les années 90 et il est efficace chaque année entre 40 et 60%. Donc, ça va. Après, ce qui va beaucoup jouer, notamment, c'est que ça dépend de la souche qui circule, parce que ce n'est pas les mêmes populations qui sont touchées. Il y en a où c'est les tout bébés, il y en a où c'est les personnes entre 25 et 45 ans. Après, c'est les personnes plus âgées. Et ça n'a pas la même évolution non plus de l'épidémie. Après, on peut imaginer des modèles plus compliqués, mais en fait, à un moment donné, il faut faire la part des choses entre mon modèle très compliqué et le nombre de données que j'ai. Donc, voilà, en fait, il faut mettre à jour le modèle. Et comme je disais, c'est que maintenant que j'ai un modèle, je sais comment se comporte en fait la vraisemblance de mon modèle sur 30, enfin, sur ouais, 33 années, en gros. Et donc, en fait, grâce à ça, je peux détecter une valeur anormale de la vraisemblance. Et ça, par exemple, ça pourrait commencer à dire où bah, il se passe des choses différentes de ce qui se passait les années précédentes. Et là, c'est un signe de attention, mon modèle, il est. Alors, soit il se passe quelque chose, soit mon modèle n'est plus valide. Mais effectivement, il faut le remettre à jour. Et je prends une dernière question et après, j'active. Enfin, j'active et je passe sur la dernière partie.
Euh, Ah oui, alors excuse-moi, en fait la question revient, c'est est-ce qu'on peut prendre en compte l'effet du changement climatique? Et en effet, notamment, le rapport du GIEC sur la santé met en évidence qu'il va y avoir des risques sur la santé. Ceci dit, sur la grippe, c'est pas la première maladie sur laquelle je penserais, bien qu'il faut qu'il y ait des saisons. Et si vous allez dans les pays où il n'y a pas de saison, il n'y a pas de grippe saisonnière. Mais c'est plutôt sur les maladies aussi, que ce soit sur la pollution. Alors, ce qui est possible, c'est que si les personnes sont déjà, par exemple, fragiles d'un point de vue asthmatique et qu'elles ont la grippe, ça a des conséquences très importantes, mais pas forcément sur le fait d'être contaminé. C'est juste que la complication de la maladie peut être plus importante. Donc, ces travaux-là, en fait, ils font, donc je reviens, ils font, en fait, c'est un premier jalon, parce que, encore une fois, voilà, je ne prétends pas répondre à toutes les questions, notamment sur ces questions et la gestion et la prédiction des nouveaux risques, donc comme le risque climatique ou le risque sanitaire. Et en fait, c'est notamment des cas où on a peu, voire pas de données, et dans ces cas-là, en fait, il faut soit mettre à jour les méthodes actuelles, soit on peut penser par exemple à des modèles par scénario aussi. Et ça, par exemple, donc ça, c'est un truc qu'on a utilisé dans un projet pluridisciplinaire qui mêle des géographes, des géologues, des numériciens et moi en tant que statisticienne, où notamment on a fait des simulations pour étudier le risque inondation par tsunami sur les côtes marocaines. Voilà. Donc, il y a encore plein de questions parce qu'on arrive sur des choses, sur des nouveaux risques et qu'il faut pouvoir tout prendre en compte et enfin tout prendre en compte, prendre le comme on peut en tout cas. Et donc, notamment, il faut voilà, pouvoir adapter ces nouvelles méthodes. Et justement, la troisième partie, elle concerne l'adaptation des méthodes de régression, d'arbres de régression. Donc effectivement, en gestion des risques, c'est important de pouvoir comprendre quels facteurs vont avoir un impact sur les risques étudiés. Alors c'est souvent fait par des méthodes de régression, type modèle linéaire généralisé ou les arbres de régression. Et en fait, les arbres de régression, mais ceci dit, en gros, les modèles linéaires généralisés font à peu près la même chose. Euh, Ils vont créer des sous-groupes des données qui vont avoir un comportement moyen similaire. Donc, quand je fais ça, ce n'est pas adapté à l'étude des risques extrêmes. Et, sauf qu'en gestion des risques, ce n'est pas toujours le scénario central qui va être le plus important. Et donc, du coup, j'ai quand même besoin de comprendre quels facteurs de risque vont peser sur la queue de distribution. Donc là, le premier article, qui est en fait dans le cadre de la thèse académique de Francesco Bonaccina, on a utilisé l'algorithme CART, donc, qui a été proposé par Breman et ses co-auteurs avec les arbres de régression, pour identifier les facteurs qui étaient responsables du déclin de la grippe pendant la pandémie du Covid-19. Alors, on a aussi, mais bon, je n'ai pas mis à jour, mais depuis, on a aussi adapté les arbres de régression pour l'étude des copules extrêmes, ce qui veut dire que là, par exemple, la structure de dépendance va pouvoir dépendre de covariables. Et ensuite, on a, donc notamment aussi dans le cadre de la thèse CIB d'Antoine Héranval, on a adapté l'algorithme CART pour l'analyse des événements cyber extrêmes. Et donc là, je vais vous développer le dernier article. Donc, les arbres de régression, c'est des outils flexibles qui permettent de faire à la fois de la régression, de la classification binaire, classification multiclasse, tout en considérant des covariables, soit quantitatives ou qualitatives simultanément, si on veut. Donc, en fait, on va faire un partitionnement de l'espace des covariables de façon itérative et binaire. Donc, comme ça va être binaire, on va pouvoir lui associer un arbre binaire. Et en fait, donc, on va tout ça dans le but d'estimer une fonction θ étoile de x qu'on peut voir comme le minimiseur d'un certain risque. Et ce risque, en fait, il dépend de phi. Et phi, en fait, c'est une fonction de perte dont le choix va dépendre de la quantité qu'on cherche à estimer. Donc, par exemple, dans l'algorithme originel, en fait, c'était la perte L2. Donc, du coup, ça veut dire que on va estimer dans chaque sous-groupe l'espérance conditionnelle.
on va vouloir, dans le même groupe, avoir une variance intra-groupe qui va être petite et une variance intergroupe, c'est-à-dire de chaque groupe un autre, qui va être très grande. Donc, ça, c'est ce que j'ai raconté. Je peux utiliser une perte absolue. Dans ce cas-là, je vais estimer la médiane conditionnelle. Et je peux aussi utiliser une log vraisemblance négative. Et dans ces cas-là, je vais estimer les paramètres de la loi de la log vraisemblance que j'ai considérée. Alors, pour construire l'arbre, je vais en fait... Donc là, ici, j'ai pris un exemple avec des couleurs. Et donc, mon but, c'est de faire des groupes homogènes en termes de couleurs. Donc, en fait, c'est dans le plan. Donc, j'ai deux covariables, x1 en abscisse, x2 en ordonnée. Et je vais vouloir partitionner. Donc, je vais vouloir découper. Je veux tracer un trait. Donc, pour ça, je vais calculer. En fait, j'ai un risque ici, hein, mais que je ne connais pas parce que je ne connais pas la loi de mes observations. Donc, je vais calculer le risque empirique. Donc, je vais par exemple découper ici. Je vais calculer le risque à gauche, empirique, le risque à droite, faire la somme. Je vais pour chaque covariable chercher la valeur qui va minimiser mon risque empirique. Une fois que pour chaque covariable, j'ai le meilleur endroit où je dois découper, je vais regarder parmi toutes les covariables lequel a le mieux simplifié, lequel a le mieux minimisé. Donc, au début, tout est dans la racine de l'arbre. Donc, c'est mon point noir qui est là. Donc ici, j'ai découpé selon la première covariable au seuil S1. Donc ça m'a donné deux feuilles, enfin deux nœuds, d'accord? Et puis maintenant, je vais faire la même chose à gauche et la même chose à droite. Et donc du coup, là, j'ai obtenu 4 sous-groupes. Donc, vous pouvez commencer à voir que c'est un peu plus homogène en termes de couleur. Donc évidemment, hein, les 4 feuilles, les 4 nœuds pardon, qui sont là correspondent à mes 4 sous-groupes. Et je continue et j'arrive. Alors là, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais j'arrive et ici, j'ai 8 sous-groupes. Et je m'arrête quand j'ai soit une seule observation ou un nombre tout petit d'observations dans chaque sous-groupe, soit qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques comme les oranges ici, par exemple. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai obtenu ce qu'on appelle l'arbre maximal, que j'appelle T chapeau max, et qui a max feuille. Et ensuite, je peux associer à ma fonction K étoile une fonction θ chapeau, qui est donc un estimateur, et qui est en fait une fonction constante par morceau, où dans chaque sous-groupe, chaque feuille, donc les sous-groupes que j'ai obtenus à la fin, on appelle ça les feuilles de l'arbre, où j'ai estimé dans chaque feuille mon paramètre θ chapeau. Enfin, j'ai estimé θ et donc j'ai obtenu θ chapeau. Alors quand j'ai fait ça, j'ai fait du surapprentissage parce que j'ai très, très peu d'observations dans chaque sous-groupe, ou alors elles ont les mêmes caractéristiques. Donc, j'ai un estimateur un peu trivial. Donc, en fait, je suis obligée de faire ce qu'on appelle de la sélection de modèles. Et en fait, c'est une étape d'élagage. Donc, ça veut dire que je vais couper des branches de mon arbre T-chapeau max. Et on obtient, donc, en fait, on fait ça en pénalisant le risque empirique par le nombre de feuilles, donc par la complexité de l'arbre. Et j'obtiens donc T-chapeau, qui est T-chapeau, K-chapeau. Donc, c'est l'arbre à K-chapeau feuille. Et dans chaque feuille, j'ai estimé θ-chapeau. Donc, nous, comme en fait, on s'intéresse à l'étude des événements extrêmes, eh ben, on a utilisé une log vraisemblance négative basée sur la log de vraisemblance, sur la log, je vais y arriver, sur la loi de Pareto généralisée. Et donc, dans chaque sous-groupe, on va estimer les paramètres de la loi GPD. Alors, je ne sais pas si je suis un peu longue. Je suis un peu longue ou pas? Non, ça va? Vas-y, oui, vas-y, encore un peu. Il y a Donc, encore pas mal de combattants qui sont là. d'accord. Donc, du coup, ça veut dire que je vais prendre la théorie des valeurs extrêmes, mais dans un cadre de régression. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'on a vu au début, mais tout dépend de x. Tout dépend des covariables. Et notamment, mon seuil U doit dépendre des covariables. Alors, je vais en revenir juste après, mais donc, j'ai ma loi des excès, conditionnellement à x, sachant que j'ai dépassé U de x. Ça converge vers une loi de Pareto généralisée avec des paramètres qui sont des fonctions de x. Et ici, je me place uniquement dans le cas des lois à queue lourde. Donc, je suppose que gamma 0 de x est strictement positif. Et mon but, c'est d'estimer ce couple de fonctions. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il faut choisir le U. Et le U, ici, il doit dépendre de x. Alors, en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas de procédure automatique du choix de U. Donc ici, nous, en fait, on a pris le parti pris de supposer que U de x était constant. En fait, nos modèles sont nos résultats sont uniformes en U. Donc, si on trouvait une méthode adaptative, pour trouver U, on pourrait l'implémenter dans l'algorithme et nos résultats seraient toujours valables. Et donc, voilà. Donc, en gros, ça devrait aller. Et donc, on va appliquer l'algorithme CART avec une log vraisemblance négative de Pareto généralisée aux observations au-dessus de U. Donc, j'en ai KN. D'accord? J'ai KN observations au-dessus de U.
C'est le nombre moyen d'excès, en fait. Donc, c'est mon nombre d'observations. C'est plus n, c'est kn. Donc, ce premier résultat, c'est une borne de déviation. Donc, en fait, je vais comparer. Donc, je fixe grand K, mon nombre de feuilles, il est fixé et déterministe. Et je vais comparer, en fait, dans chaque feuille, les estimateurs, enfin, l'estimateur et donc les θ chapeau L et les K étoiles L. Donc, en gros, c'est mon estimateur et mes paramètres optimaux. Donc, ces deux termes exponentiels, ils sont obtenus par des bornes de concentration. Et ce terme-là, il est lié au fait que la log vraisemblance n'est pas bornée. Bon, là, je rentre dans des questions un peu techniques. En intégrant ça, j'obtiens une borne L2. Donc ça, en fait, donc on voit, ça dépend de la complexité de l'arbre, du nombre de feuilles. Ça, on s'y attend. Et ensuite, on sait qu'en théorie des valeurs extrêmes, la plupart des estimateurs de l'indice de valeur extrême généralisé, ils convergent à vitesse racine de n. Donc, vous savez, la plupart des estimateurs, on dit qu'ils sont asymptotiquement normaux, ils convergent à vitesse racine de n. Bon, bah là, c'est pareil, sauf que j'ai kn observations. Et donc, on retrouve cette vitesse de convergence, mais à un terme logarithmique près, qui en fait, on paye un prix parce que nous, ça dépend de covariables. Donc, on est plutôt content de cette borne-là. Et donc, ça nous garantit, en gros, que bah, notre algorithme, en tout cas, pour estimer dans chaque feuille le paramètre, il fait ce qu'il faut. Ensuite, il faut que j'assure la consistance à partir de l'étape d'élagage, quand j'ai coupé mon arbre pour sélectionner un sous-arbre. Donc, j'ai mon nombre, c'est-à-dire, en gros, si j'avais un oracle qui connaissait la vérité, j'aurais un nombre optimal de feuilles K étoiles et j'aurais un arbre T étoile, c'est-à-dire qu'il y a K étoiles feuilles et dans chaque feuille, j'ai les paramètres optimaux, les θ étoiles. Donc ça, c'est le best arbre, c'est celui qui fait comme il faut. Et je vais comparer mon arbre T chapeau, où j'ai estimé mes paramètres θ chapeau, enfin mes paramètres, donc j'ai mes estimateurs θ chapeau, et j'ai le nombre de feuilles sélectionnées K chapeau. Et en fait, ici, on obtient la même borne que si jamais je connaissais K étoile, que en fait, je ne connais pas. C'est-à-dire que ici, si je connaissais K étoile, j'aurais choisi K étoile d'emblée dans mon arbre et j'aurais obtenu une borne K étoile log de Kn au carré sur Kn, qui est en fait la borne que j'obtiens ici. Donc ça m'assure la consistance de l'étape d'élagage. Donc encore une fois, ça veut dire que quand j'utilise la partie élagage en pratique, bah, je suis assez rassurée que ça se passe bien. Ok, donc ensuite, pour finir, on a appliqué cet algorithme pour prédire le coût d'un événement inondation. Alors, on a utilisé une base de données qui s'appelle la base de données SILEC, qu'on a obtenue avec un partenariat avec la mission Risque Naturel dans le cadre de la TASIF d'Antoine Héranval. Donc, cette base de données, elle contient des sinistres des plus grandes compagnies d'assurance. Donc, il y a 70% du marché français. Elle contient plus de 700 000 sinistres de type CatNat. Et donc, nous, on a extrait, en tout cas pour cet article-là, les événements inondations, et il y en a plus de 3000. Donc, le but, c'est de pouvoir prédire le coût d'un événement peu de temps après son occurrence à l'échelle du marché français. Donc, on a eu besoin d'utiliser des covariables qui sont disponibles peu de temps après l'occurrence de l'événement, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on a utilisé la région météorologique, la saison, le type d'inondation, parce qu'il y a différents types d'inondations, le nombre de régions hydrologiques touchées, le nombre de maisons individuelles et le nombre de locaux professionnels dans la zone inondable. On a choisi le seuil U, enfin on a sélectionné un seuil U égal à 100 000. Donc ça a été des discussions entre nous et la mission risque naturel, enfin, les experts en fait de la mission risque naturel. Et donc on a un peu plus de 100 000 observations au-dessus du seuil. Donc ça c'est Kn. Le Kn c'est égal à 1100. Donc voilà, on a obtenu un arbre binaire qui a 6 feuilles. Donc, dans chaque feuille, donc c'est les bulles que vous avez en bas. La première ligne, c'est l'indice de valeur extrême, c'est gamma. Et la deuxième, c'est sigma. Donc, c'est le paramètre d'échelle. Donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, je vous ai présenté plusieurs covariables, mais en fait, il n'y en a que 3 qui ressortent. Donc, le nombre de régions hydrologiques touchées, le nombre de locaux professionnels dans la zone à risque et le nombre de maisons individuelles. Et en fait, on voit par exemple que les cas les plus extrêmes, c'est la quatrième et la cinquième, la sixième feuille. Donc, c'est les cas les plus extrêmes, notamment quand gamma est égal à 1, il n'y a plus d'espérance. Donc, on pourrait, par exemple, dire que le risque n'est plus assurable sous une certaine forme. Bon, ici, ils sont tous strictement plus petits que 1. Et en fait, on voit que notamment, c'est extrême quand le nombre de maisons individuelles dans la zone à risque est important et également le nombre de locaux professionnels, ce qui paraît assez normal de se dire que bah, c'est les cas où l'événement il va coûter le plus cher. Donc voilà. Donc ça, en tout cas, ce travail, c'est un exemple
ou c'est une première contribution sur comment adapter les méthodes actuelles qu'on connaît pour pouvoir étudier notamment des risques extrêmes euh, pour en tout cas s'adapter aux nouveaux risques. Alors, je vais aller très vite sur les perspectives de recherche parce qu'il commence à faire tard. Donc, évidemment, ce qu'on vient de voir, c'est que là, dans le travail qu'on vient de voir, euh, le choix du seuil U, c'est quand même un point d'amélioration. Donc, j'ai plusieurs pistes, mais notamment, c'est de m'inspirer, c'est-à-dire pouvoir proposer une procédure automatique, c'est de m'inspirer de ce qui a été fait sur l'estimateur de Hill. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, le nombre du choix KN, de statistique d'ordre à prendre en compte, c'est très relié au choix du seuil U. Donc, comme on a pu proposer une procédure adaptative pour choisir KN pour l'estimateur de Hill, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour U? Alors, il faudrait combiner plusieurs techniques, mais ça serait une première idée. Et ensuite, il y a aussi une loi en fait, il y a des auteurs qui ont proposé un truc qui s'appelle le modèle de Pareto généralisé étendu, où en fait, ils s'affranchissent du choix de U. En fait, ils modélisent toute la distribution d'un coup. Et, euh, et du coup, ça évite de choisir le seuil U. Donc, ça pourrait être une piste. Ensuite, je m'intéresse aussi à des structures en réseau. Donc, d'une part, ça m'intéressait à la structure spatio-temporelle de la mortalité européenne par des modèles graphiques, en fait, spatiaux extrêmes. Et ensuite, une autre idée, ça serait d'utiliser un modèle, d'adapter un modèle log normal de poisson qui a été utilisé en fait sur des espèces de poissons en écologie. Mais là, ça serait pour en fait obtenir une structure de réseau caché de connexion entre des sociétés pour, par exemple, étudier la contamination d'une attaque cyber. Et enfin, alors, il y a une première approche, cet article-là que je vais présenter, là, il est quasiment fini pour le coup. C'est une généralisation d'une méthode pour, en fait, simuler des événements extrêmes grâce à leur structure de dépendance pour pouvoir mieux estimer les mesures de risque. Alors, en finance, mais en fait, des mesures de risque tout court. Enfin, parce que, en fait, c'est des terminologies qui sont beaucoup utilisées en finance, mais ceci dit, ça servirait dès qu'il y a du risque. Donc là, ça serait une espèce de bootstrap, si vous voulez, mais pour les extrêmes. Et ensuite, comme je vous ai dit, donc on a fait avec les armes de régression pour les copules, mais en fait, en assurance paramétrique, comme il faut comprendre des structures de dépendance, ça pourrait beaucoup nous aider aussi. Donc voilà, donc ça fait partie des questions qui sont toujours à répondre. Et je vous remercie pour votre attention. Et alors, il y a encore des questions que je vais pouvoir lire. Merci beaucoup, Maud. Effectivement, il Il y a reste encore deux questions. deux questions. Si tu peux répondre là aux questions qui sont dans le chat. Oui. Alors, il y avait une première question. Si je comprends bien, ce modèle, alors je pense que c'est le modèle sur la grippe, oui, pour estimer l'occurrence d'un événement extrême, mais dans quelle mesure la sévérité? Alors en fait sur la partie grippe, en fait, j'étudie quand même la sévérité parce que je suis en train de regarder la probabilité que ça dépasse un certain seuil. Donc, je ne suis pas en train de demander, est-ce que, en fait, ici, je ne regarde pas. Attendez, je remonte en arrière. Voilà. Parce que donc, j'ai mon seuil U3 ou enfin U, peu importe. Dire un événement est extrême ou non, c'est j'ai dépassé U. U, c'est une valeur qui est dans mon échantillon. Donc, c'est, je sais pas, mon quantile 80%, 60%, ça dépend ce qu'on regarde. Mais ça, c'est pas une valeur, comment dire, c'est pas la valeur très extrême. Là, mon V3, ça peut être potentiellement un point qui est au-delà de mon maximum. Donc, là, je suis quand même en train de regarder la sévérité de l'événement. Je suis en train de me demander à quel point il peut devenir plus extrême que ce que j'ai, enfin, plus sévère que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que ça répond à la question. Et alors, du coup, après, il y a une question de Florence. Alors, quand tu m'as demandé est-ce que l'apport des experts est déterminant pour les résultats? Alors, par exemple, oui. Donc, en fait, je pense que tu as posé la question quand j'ai dit qu'on avait choisi le seuil avec les experts. En Oui, effet, tout à au fait. début, j'avais un peu utilisé d'autres techniques. Et en fait, on sélectionnait un seuil assez haut. Et, euh, et en fait, encore une fois, c'est-à-dire que pour les experts, ils savaient à quel moment vraiment comment dire, le coût devenait critique. En fait, le truc, c'est que, euh, alors, ouais, d'un point de vue théorique, il y a le bon seuil, c'est-à-dire celui qui réalise le compromis B-variance. Après, il y a la vie, la pratique, et sachant que le bon seuil, on n'y arrive pas de toute façon, en tout cas pas pour le moment.
Donc, du coup, en fait, si, enfin, c'est vraiment cette discussion-là avec les experts, c'est que si les gens nous disent à partir de ce moment-là, ça devient vraiment critique et on ne sait pas gérer, enfin là, on passe dans un autre régime que ce qu'on voit de temps en temps. Si jamais, par exemple, moi, je me rends compte que d'un point de vue mathématique, ça colle pas du tout, là, il y a une discussion qui entre eux et nous en disant, mais là, quand même, il y a un truc qui va pas. Mais et donc là, on a ajusté le seuil avec des discussions comme ça, mais leur expertise sur, je sais que là, dans ce cas-là, l'événement, il vient catastrophique, enfin, où on passe dans un autre régime, et ben là, ouais, la vie d'expert a quand même vraiment une importance, et notamment aussi parce que, bah, en fait, quand on leur a montré l'arbre, il y a eu toute une discussion. Et en fait, alors, je ne l'ai pas présenté, mais l'article où on a étudié la méthodologie classique des arbres de régression pour étudier les facteurs qui ont impacté sur le déclin de la grippe là, pendant le Covid, il y a eu, enfin, on dit toujours les arbres, c'est très interprétable, et ça, ce qui est vrai. Mais en fait, pour les épidémiologistes, c'était pas si facile que ça de comprendre d'un point de vue épidémiologique la structure d'arbres qu'on avait obtenue. C'est-à-dire, ça leur a demandé un vrai travail épidémiologique de comprendre ce qui était ressorti, est-ce que ça avait un sens. Parce qu'en plus, comme les arbres ne sont pas très stables, il y a vraiment une discussion entre eux et nous. Enfin, en tout cas, c'était le doctorant qui faisait le lien. Mais sur, voilà, est-ce que vraiment, voilà, on a confiance, etc. Là, il y a une dimension un petit peu, il y a un biais d'expérience qui est différent de ce qu'on pourrait appeler l'expertise. Exactement, tout à fait. Alors, il y a une question, quelle est la sensibilité du seuil aux résultats dans ces modèles? Très bonne question. Alors, ce qu'on a fait, notamment pour cet arbre-là, mais c'est le cas toujours, on a fait tourner l'algorithme avec différents seuils et on a regardé à quel point ça changeait la structure de l'arbre, ou en tout cas à quel point, c'est-à-dire parce que la structure de l'arbre peut changer un petit peu, mais comment dire, c'est-à-dire c'est pas pour autant qu'on a fait des sous-groupes complètement différents. Donc on a vérifié la sensibilité et donc par exemple dans l'article, il y a, alors je sais plus si c'est une annexe ou un supplementary matériel où il y a en tout cas les différents arbres qui sont proposés avec des choix différents. Eh bien, je crois qu'on a épuisé les questions. C'était extrêmement intéressant. Tu vois que tu as eu des questions, donc c'était un petit peu interactif, ce qui n'est pas facile sur un sujet quand même assez théorique et en Oui, c'était vidéo. assez théorique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, Mais merci. nous tous, nous te souhaitons beaucoup de réussite dans la suite de tes recherches Ah, parce mais que j'ai bon, bien on l'intention de le a faire en interaction avec vous. voilà. Merci beaucoup, Maud. Et Merci puis, beaucoup. à Bonne soirée. bientôt Et je pour vous ce... envoie les vrais slides sans les points Voilà. d'interrogation. Ça sera Mer- mieux. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée à Bonne tous. soirée. Au revoir. Au revoir.